Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer notre cours d'architecture des ordinateurs. Donc je vais commencer par un petit rappel concernant les architectures traditionnelles, c'est-à-dire CISC et LISC. Donc on avait la dernière fois, on a dit que CISC c'est pour les instructions qui sont complexes et LISC c'est pour les instructions qui sont réduites ou bien simples. Alors, les grandes différences entre les deux architectures, c'est que, par exemple, dans l'architecture RISC, une instruction peut juste être exécutée en un seul cycle. Par contre, dans l'architecture CISC, une instruction complexe peut prendre plusieurs cycles, ce qui va engendrer la complexité aussi lors du décodage. Alors, donc, on a aussi parlé de la technique du pipeline et on a comparé le modèle qui est classique. Par exemple, ici, on a l'exécution de 3 instructions. Il se fait séquentiellement, c'est-à-dire que la deuxième instruction ne va commencer que lorsque la première instruction est finie et la troisième instruction ne va pas commencer que lorsque les deux premières ont fini leur travail. Donc ici, on voit bien que la première instruction, par exemple, ou bien toutes les instructions, chacune, elle s'effectue sous forme de 4 étapes. La première étape, c'est R, la recherche de l'instruction, le décodage de l'instruction, l'exécution de l'instruction et le sauvegardage des résultats. Donc, on voit bien ici que les 3 instructions, ils sont exécutées à 12 nombres de cycles. Par contre, dans le modèle utilisant le pipeline, donc on voit ici que la deuxième instruction n'attend pas que la première instruction finisse son travail, mais directement après la recherche de la première instruction, lors du décodage de la première instruction, la recherche de la deuxième instruction, elle commence. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien que dans 12 cycles d'horloge, on a exécuté 9 instructions. Par contre, dans le cas du modèle classique, lors de 12 cycles, on a juste exécuté 3 instructions. Donc, par suite, on a un gain qui est égal à n multiplié par k divisé par k plus n moins 1. Donc, ici, n, il désigne le nombre des instructions et k, il désigne le cycle ou bien le nombre de cycles d'horloge. Donc, maintenant, on va passer à la notion du cache-mémoire. Donc, on connaît bien que la vitesse du microprocesseur, elle est très grande. Par contre, il n'a pas beaucoup d'espace mémoire ou bien on peut parler de registre. Alors que la mémoire principale, il a une grande capacité de stockage. Par contre, donc, sa vitesse est lente par rapport à la vitesse du microprocesseur. Donc, ce qui va nous engendrer une latence d'accès entre le processeur et la mémoire principale. Alors, l'une des solutions à ce problème est d'utiliser une mémoire très rapide. Il n'est pas rapide comme la mémoire principale, mais il n'est pas lente. Il n'est pas rapide comme le processeur, mais elle n'est pas lente comme la mémoire principale. Donc, cette mémoire-là, qui est intermédiaire, elle est appelée le cache-mémoire. Au départ, cette mémoire était intégrée en dehors du microprocesseur. Et maintenant, elle fait partie intégrante du processeur et se déclare même sur plusieurs niveaux. Donc, c'est-à-dire on peut trouver le L1, L2, L3, c'est-à-dire plusieurs niveaux, different levels of this memory. Alors, le microprocesseur, il envoie toutes ses requêtes au cache-mémoire comme s'il s'agissait de la mémoire principale. Donc, lui, il ne connaît pas que c'est une... ou bien il n'agit pas avec le cache-mémoire comme s'il était un cache-mémoire, mais comme s'il était une vraie mémoire principale. On a ici 2 cas. Le premier cas, c'est la donnée où l'instruction il se trouve ou bien il est présente dans le cache. Elle sera envoyée directement au processeur et on parle de succès de cache. Donc, on va le voir dans la figure qui suit. C'est le cas A. Ici, par contre, la donnée ou l'instruction est présente dans le cache. Dans ce cas, le contrôleur de cache, il va envoyer une requête à la mémoire principale. Donc, cette mémoire principale, elle va renvoyer l'information récupérée au processeur tout
en la stockant dans le cache. On parle de défaut de cache. Donc ici, on n'a pas vraiment bien gagné de choses. Donc ici, voilà une figure qui représente les deux cas. Donc le premier cas, c'est où on a réussi. Donc la donnée, elle se trouve directement dans le microprocesseur. Donc directement l'unité de commande, elle va envoyer ou bien il va solliciter la donnée et le cache, il va la renvoyer. D'accord? Donc ici, dans le premier cas A, on n'a pas besoin d'aller à la mémoire principale. Par contre, dans le cas B, donc ici, quand le microprocesseur a besoin de la donnée, il va la chercher dans le cache. Alors le cache, il n'a pas cette donnée. À son tour, il va demander à la mémoire principale de lui transmettre cette donnée. Donc, c'est le troisième point. Donc ici, la donnée, elle est transmise de la mémoire principale à la mémoire cache et après, ou bien à la cache mémoire, et après, dans le point 4, donc la donnée, elle est ensuite renvoyée au microprocesseur. Alors, j'espère bien que vous avez un peu compris la notion du cache mémoire. N'hésitez pas à poser des questions, vos remarques, vos commentaires concernant cette vidéo. Inch'Allah, la prochaine vidéo pour commencer un nouveau chapitre, c'est la représentation interne des données. Merci pour votre attention.